Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire Scoopit sur pourquoi et comment organiser une veille collaborative efficace. Donc aujourd'hui on va parler veille et je me présente très rapidement, je m'appelle Benoît Lamy, je suis responsable du développement de Scoopit pour l'Europe, comme vous le savez peut-être ou pas, on est une société qui est présente en Europe et en France à Toulouse et à San Francisco depuis quelques années déjà. Euh, Ce webinaire va être un format qu'on veut assez court, donc 20-30 minutes. On essaiera bien sûr de prendre toutes les questions à la fin. N'hésitez pas surtout à les poser au fil de l'eau. Si on n'a pas le temps, on répondra bien sûr à toutes vos questions par email. Vous aurez nos coordonnées et contacts pour continuer l'échange avec grand plaisir. S'il y a des choses que vous voulez nous demander ou s'il y a des points sur lesquels vous voulez continuer l'échange. Donc on a souhaité organiser ce webinaire sur la veille collaborative aujourd'hui parce que on a sur la plateforme Scoopit beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Scoopit pour faire de la veille. Quand je dis utilisateurs, ça peut être des personnes sur notre plateforme publique, Scoopit, qui est déjà en ligne depuis quelques temps déjà, 2011 pour être précis, et qui rassemble 3 millions d'utilisateurs. Mais c'est aussi des entreprises qui utilisent Scoopit dans des versions un peu plus avancées, en mode privé et collaborative. Et aujourd'hui, je voulais refaire un petit point avec vous sur les objectifs de ces sociétés en termes de veille, voir un petit peu aussi les constats qu'on peut tirer des changements technologiques et notamment de l'arrivée du Web 2.0 qui a bousculé un peu nos habitudes en termes de veille et de façon de s'organiser sur ces thématiques sur le web. Et on va regarder bien sûr les bonnes pratiques qu'on peut tirer en termes de veille collaborative aujourd'hui en ligne au vu de ces challenges et de ces constats aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, pourquoi on fait de la veille? Donc on va refaire un petit tour d'horizon là-dessus. Je pense que vous êtes assez au fait de tout ça, mais l'idée c'est pas forcément d'enfoncer les portes ouvertes, mais de regarder peut-être trois objectifs qui sont quelque chose que souhaitent souvent faire nos utilisateurs, que ce soit des entreprises ou des personnes, que ce soit dans un mode collaboratif ou vraiment dans un but d'observer des tendances des, et des observer un paysage compétitif. On a quand même aujourd'hui une utilisation de la veille qui va de la compréhension du domaine, des tendances, de surveiller ses concurrents, à d'autres thématiques. Et je pense que c'est quand même important de commencer par ça. Aujourd'hui, on a des paysages concurrentiels et des domaines d'activité qui sont de plus en plus complexes, hein, avec des acteurs qui vont être assez éparpillés, différents. On a aussi un paysage qui est global maintenant, avec des acteurs qui peuvent être à l'étranger. Donc globalement, on se retrouve à naviguer dans un domaine qui est beaucoup plus complexe à appréhender. On a aussi des tendances liées à des phénomènes qui peuvent dépasser le domaine sectoriel, hein. Aujourd'hui, on parle d'ubérisation, on parle d'usage disruptif. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas forcément avant, hein, il y a plusieurs dizaines d'années, qu'il va falloir observer. Donc les sociétés vont s'intéresser, les organisations vont s'intéresser à des phénomènes qui dépassent un peu leur secteur propre. Donc déjà, on va dire qu'il y a beaucoup plus de complexité qu'avant dans la façon dont on va appréhender l'information et la veille, et justement, bien naviguer, c'est un objectif qui est primordial. Deuxième objectif qu'on a noté quand on échange avec les sociétés et les personnes qui utilisent Scoopit pour la veille, c'est essayer d'être crédible. Être crédible, c'est être à jour des actualités de son secteur, des nouvelles offres de ses concurrents, de l'émergence de nouveaux concurrents, par exemple, de connaître les changements et des forces qui vont influencer le marché et qui vont peut-être avoir un impact sur notre offre de services et nos bien ou même notre discours. Et quand je dis discours, ça peut être vraiment le discours d'entreprise dans le sens où aujourd'hui, les marques, forcément, avec les réseaux sociaux, avec tous les médias qui sont disponibles en ligne, elles vont s'adresser de plus en plus aux consommateurs. Donc, c'est important de positionner son opinion, de savoir bien ce qui se passe autour de soi. Et les consommateurs, par ailleurs, ou les utilisateurs, ou les personnes qui ont un intérêt autour de l'entreprise, elles sont de plus en plus éduquées par ailleurs. Donc, ça va être super important de bien connaître son environnement, de le connaître au maximum, parce qu'on va s'adresser à des gens qui connaissent des fois mieux le domaine que la marque en question. Donc, veiller l'information, être à jour, c'est être crédible pour pouvoir adresser également des gens qui sont externes à la société. Donc, importance de la veille dans la crédibilité du discours de marque. Une troisième tendance, un troisième objectif en matière de veille, c'est le positionnement de l'objectif.
Donc proposer des biens et des services qui vont être en adéquation avec ces domaines, ça c'est je pense le but de toute la veille en général, mais on va essayer de capter un maximum d'informations pour pouvoir développer ces biens, ces services et même ce discours qui vont avoir du sens au vu du marché et de la concurrence. Il y a quand même un enjeu qui se formule maintenant, c'est de devenir aussi un leader d'opinion, et on reviendra à ça, excusez-moi, par la suite dans cette présentation. Aujourd'hui, comme je vous disais, les marques, elles s'adressent aux consommateurs, elles s'adressent à des acteurs du marché. Donc, il y a un réel enjeu et une réelle pertinence à devenir ce qu'on appelle un thought leader. Et on reviendra sur cette notion de leadership d'opinion. Donc, de positionner sa marque et son expertise en référence sur le marché. Donc, une bonne veille, ça va aussi permettre ça, de devenir l'expert, la référence sur un ou plusieurs domaines qui vont être clés pour la société. Alors voilà pour ces 3 objectifs qui sont intéressants de regarder en premier lieu. Mais je pense que ce qui est intéressant de faire aussi, c'est quelques constats. Parce que la veille telle qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est pas la veille telle qu'on la faisait hier. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, hein. Les sociétés, elles évoluent maintenant dans des environnements qui ont été largement impactés par l'avènement des nouvelles technologies, par le web 2.0, par l'arrivée du mobile, par beaucoup de choses. Donc il y a quand même quelques constats qui sont importants de faire avant de regarder comment on peut installer une veille collaborative pertinente. Donc le premier constat, et ça on a de cesse de le répéter chez Scoopit, c'est qu'il y a de plus en plus de contenu disponible en ligne. Donc si on regarde les statistiques, ça donne vraiment le tournis. En 2016, on a environ, c'est pas si précis que ça, c'est assez mouvant, mais 1 milliard de sites web en ligne, pour 4,6 milliards de pages publiées. Par seconde, on a environ 6000 tweets qui sont publiés, 2 millions d'emails échangés. Si on devait imprimer le web aujourd'hui sur des pages A4 physiques, il faudrait 305 milliards de pages environ. Donc là, je vous ai mis quelques statistiques, mais globalement, on a une infobésité. Donc, on a une manne de contenu qui est disponible et on est littéralement noyé sous l'abondance de contenu, ce qui n'était pas forcément le cas quand on regarde 50, 60 ans en arrière. Il y a aussi un phénomène qu'on a tendance à oublier, et beaucoup de sociétés oublient d'inclure ça quand elles organisent une veille, c'est l'importance de l'anglais. Aujourd'hui, ça c'est des statistiques qui sont assez fraîches, mais il y a encore 52% des pages et du contenu qui est publié en ligne qui est en langue anglaise. Quand on se rapporte au contenu qui est en français, c'est que 4% seulement du contenu web. Et on a toujours des internautes qui sont à 3% des internautes francophones versus 26% des anglophones. Donc, ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est quand même, c'est si on oublie de veiller correctement ces domaines, ces concurrents, ces tendances en langue anglaise, on risque de passer très largement à côté de certaines informations qui sont capitales. Donc, l'idée, c'est pas forcément de tout faire en langue anglaise, mais c'est de ne pas oublier quand même que si on fait une veille web, il faut quand même pas oublier que la majeure partie des contenus risquent d'être disponibles en anglais. Donc il y a une importance de récupérer ces contenus pour pouvoir expliquer de quoi ils leur tournent, peut-être apporter une traduction et les diffuser au sein de l'organisation. Et ça peut paraître assez évident, je pense que la plupart d'entre vous connaissent à peu près ces statistiques, mais on a tendance à l'oublier. Par ailleurs, on a une démultiplication des médias. Et ça, chez Scoopit, ça fait ça fait, je pense, depuis la création, et c'est même l'essence même de notre plateforme, d'aider à se diriger dans ces nouveaux médias. Aujourd'hui, la publication est à la portée de tous. Chacun peut devenir un média. Tout le monde peut créer un blog, ouvrir un compte Twitter, avoir un profil LinkedIn, créer un site web. Avant, pour créer un média, pour s'adresser à une audience, il fallait acheter une presse, pouvoir imprimer des journaux, les diffuser ou acheter de l'espace de télé, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Avec le web et surtout le web 2.0, on est dans une logique où on peut facilement s'exprimer. Donc, on peut dire plein de choses, on peut aller rencontrer des audiences et le coût d'accès aux audiences est vraiment réduit. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer sur plein de domaines différents, ce qui est très intéressant, mais ça crée énormément de bruit. Donc, il y a 2 choses. Il y a d'une part une opportunité, détecter de nouvelles sources, essayer de comprendre et avoir de l'information qui va résonner et qui va être issue de nouvelles expertises. Par ailleurs, il y a énormément de choses qui sont proposées qui peuvent relever de l'intox. Il faut quand même arriver à naviguer là-dedans, et c'est le phénomène lié dont on parlait tout à l'heure, de l'infobésité. On nous propose de plus en plus de contenu, chacun peut s'exprimer. Par ailleurs, chacun peut s'exprimer sur de plus en plus de médias, donc de plus en plus de formats. Donc on voit de nouveaux réseaux sociaux émerger, de nouveaux formats vidéo, plus ou moins courts, de nouveaux
des nouvelles formes de diffusion de l'information, des white papers, des e-books. On a Facebook qui est monté en puissance, LinkedIn, blog. Donc on a aujourd'hui différents formats qu'il va falloir veiller de façon différente et appropriée pour chacun des formats. Et ça contribue encore plus à rendre l'information diffuse. C'est-à-dire qu'elle va être sur différentes plateformes, mais en plus elle va être visuellement proposée de façon différente. Par ailleurs, les filtres traditionnels sont complètement dépassés. Donc, quand on revient un petit peu en arrière, on avait quelques médias qui choisissaient l'information qu'ils voulaient diffuser aux audiences. Donc, on avait vraiment une sélection faite par des journalistes et qui allaient proposer les meilleurs contenus, ceux qui jugeaient les meilleurs, avec une analyse à des audiences. Maintenant, aujourd'hui, avec toute l'infobésité qui existe et tous ces contenus en ligne, ben, on voit que les médias, ils ont du mal à suivre. Les médias traditionnels, c'est là où on voit des tendances de ce qu'on appelle le real time, où ils essaient de rebondir sur de l'actualité chaude, et du coup, ils vont pas forcément prendre le temps, alors c'est pas une généralité, mais ça arrive de prendre le temps de vérifier leurs sources. Donc on va se retrouver avec des contenus qui peuvent être relayés, qui peuvent être des contenus d'intox, on en a beaucoup parlé récemment, des fake news, etc. Donc les fils traditionnels sont un peu dépassés par l'obésité, voire complètement. Et les entreprises ont du mal à tirer bénéfice en plus de cette richesse de contenu et de l'infobésité, sachant qu'en plus, il y en a beaucoup de contenus qui peuvent être partagés, relayés, qui ne sera pas forcément du contenu vérifié et du contenu intéressant. Alors, si on prend un petit exemple, une petite anecdote à ce propos, il y a The Science Post qui a publié en 2016 un article qui avait pour titre 70% des utilisateurs de Facebook lisent seulement les titres des papiers scientifiques avant de les commenter. Ce contenu, il a été partagé 46 000 fois et contenait en fait dans le corps du texte que du texte en latin qui n'avait pas de lien avec le titre. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on a une tendance à partager simplement en lisant le titre sans nous-mêmes vérifier la source. Donc on est tous un petit peu coupables de cette diffusion d'informations. Et aujourd'hui, il est important de remettre un peu l'humain et l'expert au centre de la sélection pour aller vérifier si déjà l'information va être intéressante et jugée validée. Donc face à ça, face à ces constats, l'entreprise va devoir relever des challenges au niveau de l'information. Et ces challenges, ça va être retenir les informations pertinentes, se maintenir à jour, suivre ses concurrences, les influenceurs, les autres entités clés du secteur, bien entendu, démêler l'info de l'intox, ça c'est normal, et détecter des tendances de marché qui peuvent influencer, impacter sa société ou son organisation. Donc, par rapport à ça, il y a un vrai besoin et une vraie opportunité de capitaliser sur l'expertise interne. Donc, je m'explique, c'est que, en effet, chacun peut devenir un média, chacun peut s'exprimer, et c'est aussi une opportunité pour les cellules de veille et les organisations de veille dans les sociétés. C'est que, au final, on est peut-être plusieurs à pouvoir animer cette veille. C'est-à-dire que dans la société, on a des experts de différents secteurs. D'ailleurs, s'ils travaillent dans une société, c'est qu'a priori, ils connaissent des choses sur ce domaine. Donc, l'idée, c'est que ces personnes-là peuvent également contribuer à faire vivre, à sélectionner, à nourrir une veille. Et autant on a énormément de contenu, le savoir est libre, démocratisé, chacun peut devenir un média, mais en même temps, chacun peut aussi peut-être participer à la validation et à capter les meilleurs contenus pour les enrichir et les diffuser dans l'organisation ou à l'extérieur de l'organisation. Donc le collaborateur, ça va devenir un curateur. Et un curateur, c'est quoi? Un curateur, c'est quelqu'un qui détecte un contenu, qui juge pertinent, c'est quelqu'un qui est reconnu pour son expertise, qui va pouvoir amener un commentaire, une valeur ajoutée, ce que nous on appelle un insight, mais voilà, expliquer pourquoi il a choisi ce contenu. Il aura validé ce contenu, donc vérifier ce contenu, et il va pouvoir ensuite le diffuser au sein de l'organisation. Autre challenge pour les sociétés, c'est que l'expertise est mouvante. Donc on parlait du collaborateur-curateur tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a aussi tendance aujourd'hui à avoir des organisations qui vont évoluer très vite. Il y a des personnes, on le sait, qui vont changer beaucoup plus de jobs qu'avant. Ça, c'est un phénomène de société. Donc, si on a un expert interne qui a un savoir, il peut partir dans une autre société. Donc, il faut déjà, sécuriser le contenu que lui aura récupéré au fil des années, au fil de ses contributions, donc stocker le savoir. Et également sécuriser le partage de l'information par d'autres personnes qui vont contribuer à la veille. Donc, on a des gens qui peuvent bouger, on a des gens qui vont éventuellement dans des organisations matricielles avoir des remontées d'informations qui vont être plus difficiles qu'avant. Le télétravail contribue aussi à rendre l'information un peu plus lointaine.
Donc, il est important d'avoir des endroits où on peut stocker, conserver l'information, mais aussi avoir des workflows pour permettre aux gens, via des outils, de proposer des contenus qui vont être remontés, sélectionnés, filtrés et diffusés de façon la plus large. J'en reviendrai bien sûr sur ces bonnes pratiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'expertise, elle est liée à l'humain, et l'humain, il bouge de plus en plus. Donc ça, c'est un vrai challenge. Par ailleurs, même si on trouve un bon contenu, il faut qu'il soit lu. Donc, il faut rendre la veille digeste. Et ça, il y a plusieurs enjeux, hein. Le premier enjeu, c'est de déjà proposer des contenus qui vont être pertinents. Donc, arriver à continuer à lire et filtrer ces sources qu'on connaît déjà de façon quotidienne. Ça, on sait à peu près tous le faire, mais il faut bien sûr continuer à le faire. Ça va de soi de le dire, mais je pense que c'est important de le mentionner. Il faut aussi s'appuyer sur les algorithmes qui existent maintenant, et les robots pour pouvoir détecter des contenus, donc proposer des contenus, mais on a quand même la possibilité de remettre l'humain au cœur du filtre, et je pense que c'est plus qu'une possibilité, c'est nécessaire, pour pouvoir sélectionner ce que propose le robot et voir ce qui est le plus pertinent, éviter l'intox. Donc organiser les remontées de contenu par les collaborateurs et faire en sorte que le contenu qui va être proposé va être pertinent. Par ailleurs, dans toujours cette thématique de rendre la veille digeste, il y a quand même un aspect visuel. Donc, on va aller consommer ce qu'on trouve joli, ce qui va être pertinent. Ça, c'est assez naturel et assez humain. Je pense que c'est renforcé aujourd'hui par l'avènement du mobile, par un certain nombre de contenus qui sont proposés. On est quand même sursollicité, donc on va aller naturellement vers ce qui est une jolie image, ce qui va être clair et bien formulé. Donc, proposer du contenu digeste au niveau du flux d'informations, pas tout proposer, sélectionner le meilleur et en plus le rendre visuellement consommable. Et ça, c'est très important parce que si une veille n'est pas consommée, à quoi elle sert? Franchement, pas à grand-chose. Donc, elle peut être d'excellente qualité si on n'a pas proposé du contenu pertinent au bon endroit, au bon moment au consommateur qui va être, par exemple, le collaborateur, hein, ou d'autres publics, le contenu ne sera pas lu. Donc la distribution est super importante. Et je remets une couche sur la partie mobile. Aujourd'hui, on a de plus en plus, on reviendra sur une statistique sur l'utilisation du mobile. C'est quand même super important de prendre en compte que certains collaborateurs ou certains lecteurs de cette veille sont déjà sursollicités et consomment beaucoup la veille sur leur mobile. Donc c'est un format qui est à prendre en compte de façon importante. Par ailleurs, on peut avoir des veilles avec différentes audiences. On va avoir des contenus qui peuvent être alimentés en interne à des publics restreints, qui peuvent être ouverts pour toute l'organisation, voire même publics ou semi-publics pour des partenaires. Donc, selon les sociétés, selon les organisations, selon les objectifs de la veille, on va avoir différents niveaux d'accès. Donc, il faut essayer de catégoriser les accès et les audiences de sa veille pour aller adresser et avoir la privatisation, le niveau d'accès et le niveau de partage disponible pour une audience spécifique sur un média spécifique. Donc, bien prendre en compte qu'on ne va pas forcément faire une veille pour tous, mais peut-être qu'il faut arriver à avoir certains silos selon les audiences. Donc, au vu de tout ça, au vu de ces constats, de ces objectifs, de ces challenges, on peut regarder maintenant comment on peut mettre en place une veille collaborative et efficace. Et encore une fois, ce sont quelques bonnes pratiques. On n'a pas vocation ici à être exhaustif, mais à donner quelques points qui peuvent aussi servir de base à un échange. Vous pouvez ne pas être d'accord et je vous invite à commenter ça si vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est de regarder ça ensemble aujourd'hui. Et il y a quand même quelque chose qui nous est cher chez Scoopit, c'est de remettre le collaborateur au cœur de la veille. Ce qui ne veut pas dire qu'il va tout faire. Il peut s'appuyer bien sûr sur des systèmes, mais c'est quand même important. L'expertise, elle est quand même au cœur de lui. Donc déjà, on a parlé de collaborateurs, d'expertise interne. Je pense que le premier geste, c'est de détecter ces champions internes. Donc aujourd'hui, on a je pense, dans des sociétés qui sont de taille moyenne ou petite, c'est plutôt simple de savoir qui est expert sur tel ou tel domaine. Dans des grands groupes, c'est beaucoup plus compliqué. On est déjà beaucoup plus nombreux, les gens partent et viennent plus facilement. Donc on a une expertise qui est bien sûr beaucoup plus mouvante. Comment peut-on détecter qui sont les experts en interne? Donc, ce qui est quand même intéressant avec le web, c'est qu'on peut facilement faire des recherches sur les réseaux sociaux pour trouver ces influenceurs internes, les personnes qui contribuent déjà naturellement sur des domaines, pour les détecter et les proposer en tant que contributeurs dans notre système de veille interne. Cependant, ces gens-là, ils ont un job par ailleurs peut-être. Donc, on va peut-être pas leur demander en plus de passer 70%, 80, 90, 100% de leur temps sur de la veille. Donc, il faut aussi leur proposer des workflows simples, avec plusieurs niveaux de participation selon l'engagement qu'ils veulent donner. Et par ailleurs, il faut aussi leur proposer
un retour. Donc ça veut dire que si c'est simplement pousser des articles et sélectionner des informations et les commenter pour le plaisir, ça risque d'être compliqué et délicat à mettre en place. Et là-dessus, il y a quand même quelque chose qui dénote par rapport à cet usage et le côté participatif. C'est pour motiver les gens, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est le retour d'ego. Et je dis pas ça dans le sens négatif du terme. Je pense qu'on est tous contents d'être reconnus pour notre expertise. Et des gens qui naturellement participent sur des sujets en ligne autour de leur expertise seront contents d'être mis en avant et reconnus par leur pairs. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en avant les profils des gens qui participent, que ce soit leur visage, leur nom, leur prénom, exactement où est-ce qu'ils se trouvent dans l'organisation si on est sur un système assez vaste. Mais ces gens-là, ils seront toujours preneurs d'un retour positif et d'une mise en avant dans la société pour qu'ils puissent être reconnus en tant qu'experts. Et ça, c'est pas anodin parce que ça va vraiment participer à la mise en place d'un système gagnant au niveau d'une veille collaborative. Par ailleurs, il va falloir stocker ces contenus qui sont proposés par ces champions internes. Ici, je vous ai pris un petit exemple. C'est une société qui s'appelle SAP, je pense que vous connaissez, qui utilise par ailleurs Scoopit pour animer soit des médias privés ou publics sur la veille collaborative. Là, vous voyez, vous avez une personne qui est influente sur les réseaux sociaux, sur Twitter très exactement, sur une participation sur des thématiques chères à SAP, qui va ensuite être répercutée sur cette page qui est publique. C'est pour ça que je la partage. Vous pouvez y accéder via l'URL qui est sur l'écran. C'est une page Scoopit de participation sur des contenus liés à des thématiques chères à SAP, sur par exemple ici l'expérience client. Donc on a une personne, champion interne sur une thématique, qui va pouvoir s'exprimer et participer sur ce type de contenu. Miser sur le collaboratif, c'est pas non plus ouvrir tout et n'importe quoi à tout le monde. Et ça, c'est super important. Je pense qu'aujourd'hui, sur les tendances des clients et utilisateurs, surtout en termes de société chez Scoopit, on a quand même une tendance à essayer de comprendre les grandes thématiques majeures pour la société, peut-être de les regrouper. Nous, on appelle ça des topics, ce sont des pages thématiques d'intérêt. Après, on peut appeler ça comme on veut. L'idée, c'est quand même d'avoir des pages d'intérêt sur lesquelles on va pouvoir déclarer nos meilleurs experts, peut-être pour essayer d'avoir le système le plus efficace possible et mettre les gens qui vont participer au bon endroit, avec le rôle qui va bien. Là, vous voyez, je vous ai mis une petite capture d'écran, encore une fois, de l'outil Scoopit pour la participation et le travail en équipe sur un topic. Et ces personnes-là vont avoir différents niveaux de droit selon l'influence et l'autorité qu'on veut leur donner sur le sujet. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une veille qui va être cadrée, avant de faire participer les gens, avant d'inclure les gens, réfléchir aux thématiques qu'on veut mettre en place, même si on peut les faire évoluer par la suite. Mais quand même, si on veut faire gagner du temps aux gens qui vont participer, essayer de les inclure directement sur les sujets qui sont importants pour eux. Par ailleurs, miser sur le collaboratif, c'est aussi, si tant que faire se peut, essayer de proposer de l'interactivité. Donc, pouvoir rebondir sur la veille des autres, essayer de mettre des commentaires, accepter des retours, c'est important pour faire vivre cette veille. Là, je vous ai mis la partie plus collaborative de Scoopit, là on peut partager un commentaire et peut-être remercier des gens, voire repartager sur ses réseaux sociaux. Mais l'idée, c'est pouvoir, quel que soit le système que vous utilisez, Scoopit ou autre, récupérer du feedback, que ce soit des autres veilleurs, des autres collaborateurs, des autres experts, ou simplement des lecteurs. Mais essayer d'avoir un retour pour améliorer la veille, pour peut-être prendre des questions, essayer de comprendre. Je pense que l'interactivité est un point clé, au-delà de la mise en place de l'aspect collaboratif et de l'engagement des gens qui vont être les experts internes. C'est quand même super important et ça vous permet aussi de détecter d'autres opinions, d'autres experts qui pourraient être des gens qui vont participer dans la veille à long terme. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi important d'avoir une vision intégrée de la veille collaborative. Et j'aime bien ce petit schéma parce qu'il résume assez bien ce que pourrait être une approche intégrée. Sur la partie basse, on va avoir différentes sources. Ça peut être des algorithmes, des lecteurs de flux, ça peut être des suggestions humaines ou des newsletters, ce que vous voulez. Mais globalement, on a des contenus. On a un humain au milieu qui va sélectionner ces différents contenus qui sont proposés de diverses façons. Et ensuite, on va avoir une diffusion. Et la diffusion, elle peut se faire sur plein de médias, des médias privés, des intranets, des réseaux sociaux d'entreprise, des newsletters, des sites web, des veilles publiques sur des réseaux sociaux, sur des sites, etc. Mais globalement, il faut avoir une idée sur chaque type de veille, on peut en avoir un ou plusieurs, sur les thématiques sur lesquelles on peut aller, en regardant ce flux intégré, qui est assez simple, en se posant les bonnes questions. Donc, quelles sont les sources, comment je les sélectionne, et où est-ce que je les envoie. Et ça,
Pour vous donner une idée, par exemple, si on prend une approche intégrée telle que Scoopit la propose, encore une fois, il y a d'autres outils qui font ça. On a ici un moteur de suggestion, donc là c'est plutôt le côté aide robot de Scoopit qui vous propose en fonction de recherche que vous faites des contenus. Donc vous tapez un mot-clé, là j'ai mis Big Data, la langue française avec un filtre en popularité sur les 6 derniers mois, je vois des contenus et je peux me sauvegarder ma recherche. Donc là déjà j'ai un aspect découverte qui est automatisé, je peux m'enregistrer mes recherches, c'est une première étape super importante. Ensuite je vais pouvoir éditorialiser mon contenu, j'en reparlais, rendre la veille consommable, jolie et sympa à lire avec un vrai insight pertinent. Alors au préalable, bien sûr, j'aurais lu tout mon article ici sur lemonde.fr. Je vais pouvoir enrichir mon titre, changer mon visuel, mettre un petit commentaire. Si c'est une veille qui doit partir aussi sur les réseaux sociaux, ce qui peut des fois être le cas, je vais pouvoir également la partager pour le format ici Twitter, avec des tags, avec un système de catégorisation. L'idée c'est de rendre cette veille consommable, on y revient. Et ensuite, je vais aller diffuser cette veille directement sur, là j'ai sur la partie droite de l'écran une newsletter où je reprends mon contenu pour le diffuser en interne par exemple, et un tweet qui a été publié sur mon compte Twitter si c'est du contenu que je souhaite partager relayer de façon publique, selon mes objectifs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que avoir un système intégré de bout en bout, et ici c'est un petit exemple, il y a plein de façons de faire ça, découverte, éditorialisation et diffusion, et ça de façon collaborative, ça va contribuer à rendre la veille performante, ce système intégré. Et la performance, on y vient, elle se mesure. C'est ça qui est intéressant. Alors, comment on mesure la performance d'une veille? Je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Il y a la qualité, il y a la quantité. Je pense qu'une approche analytique sur le nombre de vues, le taux d'ouverture, si c'est des newsletters, c'est quand même très intéressant. Ça va pas forcément donner une vision complètement on va dire exhaustive de la qualité d'une veille, mais ça va quand même donner une bonne idée de si elle est lue ou pas lue. Une veille pas lue, en effet, ça va pas servir à grand chose, comme on disait tout à l'heure. Donc là, par exemple, on va voir les statistiques de vue et de lecture d'une thématique sur Scoopit. Donc, je prends cet exemple parce que je le connais bien, mais il y a plein de façons de faire ça. Il faut vérifier que les contenus sont bien consommés et également voir qui sont les gens qui participent le plus. Hein. C'est pas l'idée, c'est pas de fliquer, mais c'est de voir si c'est qu'une seule personne, c'est peut-être que notre système participatif est un peu grippé. Si on a une bonne participation par l'ensemble des curateurs, des collaborateurs, des experts qu'on a souhaité engager sur cette veille, a priori, on est dans une bonne dynamique et on peut peut-être en engager un peu plus. Donc, sinon, il faudra peut-être revenir sur le système pour essayer de le rendre un peu plus malin. Je reviens là-dessus, c'est important, l'importance du mobile. Aujourd'hui, on a une utilisation des ordinateurs qui a tendance à décroître avec une utilisation du mobile et des tablettes qui est en pleine augmentation. Aujourd'hui, on a un niveau où c'est à peu près 50-50, assez équilibré, mais on voit quand même que le mobile continue à augmenter. Donc, ne pas oublier que peut-être que les lecteurs vont très largement consommer ce contenu sur des appareils mobiles. Pas omettre ce. Donc pour finir, je pense qu'il y a une ouverture qui est intéressante avec la veille. La veille telle qu'on l'a concevée il y a quand même quelques années, hein, mais je pense qu'on a tous évolué par rapport à ça. C'était vraiment enrichir les organisations en information. Aujourd'hui, on continue à faire ça, bien entendu, c'est hyper important, mais on a aussi dépassé un petit peu ça, parce qu'on s'est rendu compte, comme on disait en guise d'introduction, qu'une veille intéressante, intelligente, et elle peut avoir aussi certains leviers en termes de marketing, et il y a un véritable intérêt pour les sociétés à passer de veilleur à thought leader. Donc le thought leader, ça va être vraiment le leader d'opinion, c'est celui qui va être le référent dans son domaine, et ça peut être une entreprise. Et là, je vous ai mis un petit exemple, c'est la société IBM avec qui on travaille aux États-Unis, qui anime des newsletters sectoriels qui sont animés par des curateurs internes sur des domaines très particuliers comme le big data dans l'industrie de la distribution, qui vont ensuite envoyer à certains clients cibles. Donc c'est une façon de le faire, ils pourraient peut-être le faire de façon publique, mais là ils le font de façon très focus sur un client où il faut amener l'essentiel des actualités, des tendances marché, dans un but d'informer son client, de l'éduquer, de continuer à le faire apprendre sur les dernières tendances technologiques sur lesquelles IBM est experte, pour que le jour où il y a un besoin qui se formule ou un conseil à prendre, il aille naturellement demander des conseils à la société qui lui a envoyé ces dernières newsletters, ces actualités, et en l'occurrence, c'est IBM ici. Donc faire parler l'entreprise grâce à la veille et aux communautés de collaborateurs, c'est possible. Donc en s'organisant bien, en ayant des systèmes qui vont être flexibles et qui vont permettre de mettre en place justement
cette diffusion d'informations. Et cette diffusion d'informations, ça peut être aussi vers des clients. Et ça, c'est un très bon exemple. Donc la veille va se déplacer de l'interne vers l'expertise et l'ouverture vers des acteurs de façon beaucoup plus ouverte. Donc pour résumer, aujourd'hui, on a des objectifs qui ont beaucoup évolué en termes de veille, avec pas mal d'enjeux sur la crédibilité, le discours de marque, l'information des collaborateurs, dans un domaine qui est dans un environnement qui est beaucoup plus mouvant, qui va très vite, avec beaucoup plus de contenu, avec une infobésité qui est omniprésente, avec des filtres bien dépassés. Et aujourd'hui, on doit miser sur le collaborateur curateur pour aider à filtrer cette manne d'informations. On peut miser sur des experts en interne pour aller filtrer, éditer et relayer ce contenu. Mais ça se fait pas tout seul. Il faut le penser intelligemment. Il faut avoir des systèmes qui viennent soutenir cette mise en place. Et ça peut amener à des belles choses en termes de leadership d'opinion. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous propose, si vous le souhaitez, de continuer l'échange. On va prendre quelques questions maintenant, mais je vous ai mis une URL si vous souhaitez voir un petit peu ce que fait Scoopit en la matière. Notre compte Twitter, notre page Facebook. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez continuer l'échange par mail. On peut aussi s'appeler pour en discuter. Avec grand plaisir, c'est des choses sur lesquelles vous voulez rebondir sur cette présentation.